partie de Choisissez votre camp. Et on jette d'abord un coup d'œil sur vos journaux. Paris Match consacre sa une à ce crash en Argentine et revient sur la vie d'aventurière de Florence Artaud avec l'adieu d'Olivier de Kersauzon. 3 visages, 3 prénoms à la une de l'équipe. Camille, Alexis, Florence. 3 personnages hors normes, dit Libération. Ils ont chacun, à leur manière, écrit une page de leur sport. Des destins brisés, titre Le Parisien, aujourd'hui en France, avec les photos des 3 sportifs, mais aussi des 5 membres de l'équipe de tournage. Même titre pour 20 minutes, avec l'une des dernières photos du tournage. Nice Matin consacre sa une à l'enfant du pays, avec cette très belle photo de Camille, 25 ans, flot de larmes, titre La Provence. La petite fiancée de l'Atlantique était mariée à Marseille depuis 25 ans, dit le quotidien. La tragédie, titre Le Havre Presse. Émotion et interrogation, titre sobrement Le Figaro. Jean-Luc Benamias, un mot sur ce drame. Émotion totale, je veux dire, on ne va pas en rajouter beaucoup. Voilà, bon. Si on parle des sportifs, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est comme par rapport aux attentats à Charlie Hebdo, on parlait plus des dessinateurs que des autres qui étaient moins connus, notamment ceux qui étaient à l'entrée de Charlie Hebdo. Voilà, ces 3 personnalités sont magnifiques. Toutes les 3 ont des histoires absolument incroyables de destin. Vatine, le boxeur dont on parle moins, parce que faut s'intéresser très très fort au sport, mais il a été volé 2 fois à 2 Jeux Olympiques. Bon, voilà, Muffat, c'était incroyable, et Florence Artaud, j'en parle même pas. C'est un roman, Florence Artaud. Philippe Bilger. Moi, je suis frappé, au-delà de la compassion, de voir à quel point notre pays est en permanence obligé d'osciller pour se créer une union collective, ou bien dans l'hypertrophie de victoires sportives, ou bien dans l'union suscitée par de terribles chagrins, les assassinats de janvier et ces morts de 10 Français dans ce crash. Je rêve d'un pouvoir politique, quel qu'il soit, qui donnerait le sentiment aux citoyens français d'être unis par une communauté de destin. Virginie Leguet. Je voudrais dire un tout petit mot sur Florence Artaud. Vous avez montré la une de Paris Match. Je crois me souvenir que Florence Artaud a failli mourir il y a quelques années dans un accident très grave. Elle est restée au large dans l'eau. Du Cap Corse. Exactement. Elle est restée dans. Incroyable. Elle est restée dans l'eau pendant des heures. Elle a fini par retrouver son portable qui n'avait pas été mouillé. Elle a appelé sa mère. Enfin, elle a été sauvée d'une façon incroyable, tout à fait stupéfiante. Et un livre doit bientôt être publié sur ça, et finalement elle meurt de toute autre façon, d'ailleurs loin de tout ce qui a constitué sa vie, c'est-à-dire la mer et le bateau. C'était un destin tragique, et c'était quelqu'un dont la personnalité était extrêmement attachante, qui était très libre. Elle disait toujours « je suis à la fois une fêtarde et en même temps ma vie c'est le bateau, et ma personnalité ne ressemblera pas à celle de ceux d'aujourd'hui qui sont des vrais sportifs, des athlètes ». Elle était franchement follement sympathique. Voilà pour cet hommage. Allez, on change complètement de sujet. Les automobilistes espéraient une baisse des tarifs des autoroutes, mais après quelques mois de gel, eh bien, une hausse se profile avant l'été. Bonjour Yves Nicolin. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Loire et vous faisiez partie de ce groupe de travail qui a rendu son rapport à Manuel Valls, rapport Absolument. Qui préconise un dégel des tarifs. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Nous sommes arrivés à cette conclusion parce que, tout simplement, il y a eu une effervescence médiatique sur le fait que les sociétés d'autoroutes auraient, depuis la privatisation, fait d'énormes bénéfices, augmenté indûment les tarifs. Et après expertise, il s'avère que les tarifs ont progressé moins vite avec les sociétés privatisées que lorsque c'était l'État qui décidait de la hausse des tarifs, qu'elles n'ont pas des rentabilités exceptionnelles. L'Europe a même donc pris conscience qu'il y avait une rentabilité raisonnable et que par conséquent, elles étaient sous un feu des critiques qui étaient en grande partie injustifiées. Vous contestez la Cour des comptes et l'autorité de la concurrence a été pris par un arrêté qui est limitement légal. Yves Nicolin, vous contestez les rapports de la Cour des comptes et de l'autorité de la concurrence qui dénonçaient ces derniers mois et ces dernières années une rente et une rentabilité à près de 20%?
Oui, parce que la rentabilité à 20% est une bêtise. Quand on prend la rentabilité sans prendre en compte le remboursement du capital, c'est comme si vous aviez un appartement que vous louiez et que vous ne preniez pas en compte le fait que vous remboursez l'emprunt. Donc, je veux dire, il y a une partie de ces rapports qui sont tout à fait contestables. La Haute Autorité de la Concurrence est indépendante, n'en est pas moins faillible. Le député Jean-Paul Chanteguet a claqué la porte de ce groupe de travail. Il dénonçait une parodie de consultation. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, je pense que M. Chanteguet, qui est président de la commission du développement durable à laquelle j'appartiens, qui est un homme respectable, était effectivement sur un trip où il pensait qu'on allait pouvoir nationaliser les autoroutes. À partir du moment où il a vu que les arguments qui nous étaient donnés tout au long de cette commission ne le permettaient pas, je pense qu'il a été très déçu et a décidé de claquer la porte pour ne pas cautionner quelque chose qu'il ne voulait pas. D'accord. Alors, vous évoquez le fait qu'il est très difficile de renégocier des contrats qui ont été passés entre l'État et ses sociétés d'autoroutes. Est-ce que vous estimez que la droite et le gouvernement Villepin ont mal négocié à l'époque ces privatisations ? Non, je ne le pense pas. Je pense que l'estimation qui a été faite à l'époque était la bonne estimation. Maintenant, il est clair que les autoroutes sont devenues plus profitables. Et ça, c'était, par la responsabilité des sociétés d'autoroutes. Il n'y a pas une mauvaise négociation. Je pense simplement qu'aujourd'hui, nous avons un réseau autoroutier qui est l'un des meilleurs du monde. Et par conséquent, il est devenu peut-être plus profitable aujourd'hui, mais ce n'est pas à cause de l'État. L'État a donné en bon état, mais les sociétés d'autoroutes en ont fait un bon réseau. Merci Yves Nicolin d'avoir réagi en direct sur LCI. Pas de nationalisation, de renonciation, de résiliation des contrats. Ça vous inspire quoi ? Tout ça pour ça ? Moi, ça m'inspire. On est frappé de... Pardon. Non, mais j'ai très, très court. Les sociétés d'autoroutes et ces sociétés privées sont très, très fortes. Moi, j'ai qu'un mot qui vient à l'esprit, c'est lobby. Elles ont un pouvoir absolument gigantesque. Et donc, c'est pour ça que je crois que M. Chanteguet, qui dirigeait cette commission, a démissionné. Je ne sais pas s'il a, je sais pas s'il ça de A à Z, mais je vois bien. C'est-à-dire que le pouvoir est tellement fort que, globalement, tout est coincé. En même temps, est-ce que ça renvoie pas de nouveau à un mode d'emploi calamiteux chez nous, c'est-à-dire l'écume politico-médiatique au début, Oui. des mois passent, et puis résultat, comme vous l'avez dit, on reste pratiquement dans le même système. Alors je ne sais pas si on fait bien ou pas, mais est-ce qu'un jour on ne pourrait pas d'emblée arriver à ce qui se dégage simplement à la conclusion ? Les lobbies autoroutiers ont gagné selon vous, Virginie ? Les lobbies autoroutiers gagnent systématiquement. Quand on voit ce qui se passe depuis quelques années, ils ont systématiquement gagné à chaque fois. Voilà. Et quand tout à l'heure vous posiez la question sur le bien fondé du rapport de la Cour des comptes et de l'autorité de la concurrence, j'entendais la réponse. Voilà, donc... Qui s'en occuperait. C'est toujours ce qui me sidère dans la question de la privatisation. On privatise des choses qui rapportent de l'argent donc à la collectivité, à l'État. La seule question qui mérite donc d'être posée, donc qui sont rentables. Donc la seule question qui mérite d'être posée, c'est est-ce que ça relève de l'intérêt du secteur public ou pas ? Les routes, la maîtrise des routes dans un pays, ça relève de quoi ? D'entreprise privée ou du collectif ? Ça relève évidemment du collectif. Donc bien sûr qu'on a un produit qui relève du collectif philosophiquement et qui est rentable. Bon, faudrait nationaliser. Mais une fois qu'on a privatisé, oui, c'est compliqué de renationaliser. Très compliqué. Et c'est bien toute la force de ces entreprises qui, une fois qu'elles ont réussi à mettre la main sur un secteur public dont les infrastructures ont été mises en place sur fonds publics, parce que c'est quand même ça, c'est-à-dire que tous les investissements de départ sont des investissements publics. Une fois qu'ils mettent la main là-dessus, ils ont une puissance financière qui fait qu'on n'arrive plus à leur retirer. Alors, il faut les entretenir aussi, hein, ces autoroutes. Hein. Heureusement, c'est dans les contrats qui sont passés avec ces sociétés privées, c'est normal. Sinon, on serait porté à acquéreur, s'il n'y avait rien à faire. Regardez la difficulté, on est l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, par rapport à ces autoroutes, qui, comme chacun sait, sont des autoroutes, jusqu'à maintenant, pour la plupart, gratuites. L'état de ces autoroutes est absolument déplorable. Donc évidemment que ça coûte de l'argent. Mais si on les a vendues, le problème c'est que quand on vend les bijoux de famille, on les vend une fois. Et pour les racheter, c'est très cher. Philippe Bilger ? Non, écoutez, tout a été dit. 15 ans, ça a beaucoup été fait. Il faut renationaliser les sociétés d'autoroutes. Je n'ai pas d'opinion tranchée pour une fois sur ce problème, mais je suis de nouveau effaré par la méthode. Ouais. Allez, on passe à ces nouvelles révélations sur l'affaire Big Malion. Selon l'Express, la démesure de la campagne de 2012 a été gérée au plus près
par les collaborateurs de Nicolas Sarkozy. L'hebdomadaire parle d'une réunion secrète à l'Élysée sur les lieux et les formats des meetings entre Franck Attal, l'ancien dirigeant d'une filiale de Big Malion, dans le bureau de Guillaume Lambert, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, avec aussi Jérôme Lavrieux, Éric Césari, le directeur général de l'UMP, et Olivier Biancarelli, conseiller du président. Alors, l'Express s'interroge, Nicolas Sarkozy pouvait-il ignorer les errances comptables de ses plus proches conseillers et collaborateurs? Alors, moi, j'ai fait, en tant qu'agence de communication, une autre campagne présidentielle à la même période. Les candidats... Celle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, les Tout à fait, candidats pour ne pas n'ont le pas citer. voté. C'était pas le même budget. Hein. Pas tout à fait. Non, C'était pas les mêmes meetings non plus. non. Alors, les candidats n'ont pas le C'était pas nez mal. dans la cuisine et les coups et machin. Mais ils ne peuvent pas ne pas comprendre l'ampleur de la machine quand elle se met en place. Voilà. Moi, j'ai assisté à des meetings de François Hollande pendant la campagne, de Nicolas Sarkozy. J'ai fait des autres meetings. On voyait Même les pas budgets. Bayrou. Si, j'ai fait Bayrou. C'était pas un budget énorme d'ailleurs non plus. Mais là, je donne les deux gros budgets. C'est énorme. Faut pas perdre de vue une chose, c'est que les images que tout le pays voit à la télé d'un meeting sont des images réalisées par les candidats avec leur argent. Parce que les chaînes, aujourd'hui, elles se branchent directement dessus. Donc, le Ouais, on se spectacle... souvient de Villepin, du Voilà. Trocadéro notamment. Le spectacle qu'on voit et donc le compte-rendu émotionnel qu'on a de tel ou tel candidat en campagne, il est construit avec du fric qui est le fric du candidat. C'est-à-dire que les enjeux d'argent, donc la campagne de Mélenchon, c'était 7 millions. La campagne de Hollande, officiellement, c'était 20 millions. La campagne de Sarkozy, c'est visiblement 40 millions. Voilà. Donc on est sur des jeux d'argent qui influent les votes. Donc c'est un vrai enjeu démocratique, quoi. Donc je pense que voilà, il y a un vrai problème dans l'écart déjà d'être entre 7 millions et 20 millions d'euros, surtout quand il y a des infrastructures comme l'ont aujourd'hui le Parti socialiste ou l'UMP, ça change tout. Mais quand en plus on explose le budget comme ça a été fait, oui, il faut qu'il y ait remboursement. Oui, bien sûr, il est responsable, le candidat, il est responsable, lui, de ce qui s'est fait sur sa campagne, parce que s'il a lâché les vannes et que tout le monde s'est lâché, c'est qu'il pensait gagner et que ça passerait sous le tapis. J'en reviens à cette question posée par l'Express. Est-ce que Nicolas Sarkozy savait, lui affirme qu'il a appris l'existence de Big Malion Ça, c'est un peu- bien plus tard. Est-ce qu'il est au courant des sommes astronomiques pour mener cette campagne? Au courant dans le détail, je n'en sais rien, mais j'avais déjà trouvé suicidaire à l'époque la dénégation de Nicolas Sarkozy qui prétendait ne pas connaître Big Malion, et même les inconditionnels ont dit c'est inexact, il connaissait. Et donc il y avait là une stratégie de défense qui était pour le moins risquée. Alors si l'Express dit la vérité, s'il y a une réunion qui s'est tenue à l'Élysée avec un proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, ça ne fait que confirmer le point de vue que j'ai, sans qu'on puisse évidemment... Qui peut penser une seconde que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant de la démesure de cette campagne présidentielle, étant entendu que lui-même a favorisé pour certaines manifestations le caractère somptuaire de celle-ci. Et au fond... j'ai dans la tête, mais je ne connais plus exactement la référence. Un quotidien ou un hebdomadaire avait évoqué il y a quelques mois un SMS qu'aurait passé l'ancien président à François Fillon pour attirer son attention sur le caractère très dangereux de la démesure de la campagne. Virginie Huguet. Deux remarques. Tout le monde se souvient très bien de l'emballement de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui a démarré, somme toute, assez tard, Nicolas Sarkozy étant persuadé que de toute façon il serait réélu. Et puis devant la difficulté, devant les sondages, devant ce qui semblait finalement être une affaire bien plus compliquée, il a multiplié les meetings, il a demandé qu'ils soient de plus en plus gros, de plus en plus magnifiques, que les images, comme vous le disiez tout à l'heure, soient totalement impressionnantes et contrôlées. Et je pense que les meetings, il y a eu des tas de chiffres qui ont circulé, sont passés du simple au double en termes de coûts. Pour autant, je crains que cette révélation de l'Express, qui parle d'une réunion qui aurait eu lieu fin janvier ou début février, c'est-à-dire au tout début de la campagne, je ne suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit comme preuve. Oui, certainement, la campagne a dépassé les plafonds. Donc la bombe
En tout cas, le titre... Je ne sais pas, on verra bien, mais il n'en empêche pas moins. Et les révélations ne sont pas aussi chocs que ça. Non, je ne dis pas qu'il n'ait pas lui-même participé à l'emballement de la campagne. Et mon interrogation est d'autant plus grande qu'il avait déjà fait une campagne présidentielle. Donc il ne pouvait pas ignorer comment se passe une campagne, quels sont les plafonds, quels sont les coûts. Là, il dit, et je suis d'accord avec Philippe Bilger, il dit « Je ne suis au courant de rien, je ne connaissais même pas le nom de Big Malion que tout le monde à l'UMP connaissait. » Donc là, je crois que les choses vont mal se passer. C'était même dans un feuilleton qui passait sur une chaîne de télévision où cette société s'appelait Pygmalion. Donc personne n'était tout le monde était au courant, en tout cas ceux qui s'y intéressaient. Deuxièmement, ça n'est pas nouveau que dans des élections présidentielles, les comptes de campagne soient très largement dépassés. Et c'est même la seule élection où quand les comptes de campagne sont dépassés, on ne rend pas pour autant inéligibles ceux qui ont dépassé leur compte de campagne. Sarkozy a été pris et l'UMP ont été pris dans cette affaire, mais avant, on le sait, dans des élections, notamment avec M. Balladur et d'autres, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, dépassaient, je parle des grands candidats, je ne parle pas des candidats moyens. Pas seulement cheminat. Et donc, à ce niveau-là, la défense est impossible. Et dans ce cadre-là, le candidat, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, est responsable de ce qui se passe. Comme et tout donc, chef d'entreprise est responsable de ce qui se passe et donc, dans son entreprise. Après, je ne comprends pas cette défense. Je comprends que ça l'agace. Parce que l'argent est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, mais ça n'est pas une défense. Il était au courant. Après, est-ce qu'il gérait tout? C'est pas du simple au double pour un meeting. De 200 000 à 450 000, ça peut aller, ça peut de 1 à 10 très rapidement. Sans doute. Si on met les moyens. Parce qu'en fait, ils improvisaient, c'était du jour au lendemain qu'on montait Voilà. dessus. Et là, les budgets Pas de tarif, sont pas de tarif explosés. négocié, et on explose. Louer une salle, c'est une salle vide qu'on loue. Et quand on rajoute, c'est de 1 à 10, si ce n'est de 1 à 1. Ouais. Et je peux vous dire que tous les prestataires, parce que moi j'ai travaillé avec certains prestataires, des éclairagistes, machin, tous ont été ravis de faire cette campagne. C'est-à-dire que les factures, c'est pas que Big Malion qui a gagné de l'argent. C'est-à-dire tout le monde a gagné énormément d'argent. Ils ne regardaient pas les factures. Alors l'Express se demande aussi si Nicolas Sarkozy et l'UMP ne devront pas payer la facture, c'est-à-dire les millions d'euros de passifs de Big Malion dans le cadre de sa liquidation si leur responsabilité est reconnue. Oui, on est exactement dans le sujet d'avant, c'est-à-dire que il va falloir que la justice... Il y a la responsabilité pénale et la responsabilité financière. Voilà, mais pour l'instant, on ne peut rien dire, parce qu'elles sont très liées dans l'argumentation, tout de même. Est-ce que cette affaire Big Malion, tout comme les soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 avec la mise en examen de Claude Guéant pour faux dans l'affaire des tableaux, ne risque pas de peser finalement sur le retour de Nicolas Sarkozy et sur la prochaine campagne présidentielle? On le souhaite. Non, mais si vous voulez, en démocratie, on souhaite que ça pèse un peu quand même sur le retour d'un homme politique qui a autant d'affaires, évidemment. Donc je ne sais pas si ça va peser. Et encore, on n'a pas parlé des écoutes. Je souhaite que ça pèse. Je souhaite surtout qu'on n'ait pas une configuration à la Berlusconi, c'est-à-dire un homme politique criblé d'affaires qui cherche à faire un retour en politique pour se disculper, pour se mettre sous le parapluie de l'immunité. Pendant 5 ans, il est tranquille. Voilà, c'est ça. C'est le risque. Berlusconi n'a fait que ça en développant un discours extrêmement populiste qui était « moi et le peuple contre la République des juges ». Voilà. Donc attention, parce que ce ne serait pas la première fois que Sarkozy prend modèle sur Berlusconi. Virginie Huguet. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je suis en plus très frappée de voir à quel point le retour de Nicolas Sarkozy se passe mal à l'UMP, mal dans l'opinion publique. À chaque fois qu'il intervient, on a l'impression soit d'un vieux film qui repasse et encore avec des coupures, soit de quelqu'un qui n'est pas lui-même là où il doit être. Et il était très frappant d'ailleurs de voir que lors de l'élection partielle du Doubs, il avait pris le temps d'aller donner une conférence au Qatar. Sous-entendu, je peux être au Qatar et m'occuper du Doubs. Ben non, on revient aux affaires, on est parti pendant 2 ans, on revient à la politique, on dit que c'est quelque chose d'indispensable et que c'est vraiment soi-même, on y va, on le fait vraiment. Ça paye mieux au Qatar. Pardon ? Ça paye mieux au Qatar que dans le Doubs. Sans doute, mais en tout cas, ça traduit un manque d'implication, de concentration et de sérieux. Et ça se voit, je trouve, dès qu'il prend la parole. En fait, de la même manière qu'une parole n'est authentique que lorsqu'elle a quelque chose à dire profondément, de la même manière, il me semble que le retour maladroit de Nicolas Sarkozy met en évidence le fait qu'il a du mal à le démontrer nécessaire. Je crois que c'est ça le problème. Pardon de... Allez, ils savent plus quoi dire. Un dernier mot là-dessus. Non, parce que bizarrement, même si tout ça pour moi fait malheureusement le jeu des extrêmes et
tout ça fait le jeu de Marine Le Pen et de l'extrême droite. Nicolas Sarkozy, à droite, dans l'électorat de droite et de l'UMP, contrairement à ce que vous dites, excusez-moi, il est toujours dans les différents sondages très majoritaire dans cet électorat de Dans droite. l'électorat de Mais l'UMP, c'est- de oui, l'UMP, mais c'est pas de la celui-là, droite, de c'est ce- l'UMP. Je suis d'accord. Pas de la droite. C'est celui-là qui votera aux primaires. Non. Ah si, si. Non. Il peut Non. être élargi. Oui, mais il peut être Ce élargi. sera mais une celui qui primaire ira- celui ouverte. qui ira- L'électorat du UMP Attendez. et il y a l'électorat de la droite. J'entends et du bien, mais dans la centre, et période- celui-ci qui se prononcera aux primaires. Et on passe de 300 000 à 3 millions d'électeurs, ce qui n'a rien à voir. Nous verrons qui ira voter par rapport à cette élection, qui n'a pas l'air si simple que ça, dans la droite française républicaine. Mais ce n'est pas Clairement. l'UMP qui va voter Après, à la primaire. Mais il a son noyau. Je considère, moi, il a son noyau, bien sûr. je considère, moi, que Nicolas Sarkozy, dans ce qu'il est, même si je ne suis pas d'accord avec lui, représente, me semble-t-il, une bonne partie de la droite républicaine française. Vous oubliez Alain Juppé, Mais non, je vous n'oublie oubliez pas, François je n'oublie- Fillon, je n'oublie pas. vous oubliez Bruno Le Maire qui a fait 30%. Xavier Je n'oublie personne. Pour moi, Alain Juppé est le digne représentant, successeur de Jacques Chaban-Delmas. Sauf que dans le pays, au niveau de la droite française, le digne successeur de Alain Juppé et de Jacques Chaban-Delmas, eh bien, il ne pèse pas grand-chose dans la droite française telle qu'elle existe aujourd'hui. Moi, je suis Merci. d'accord avec vous, pardonnez-moi de le dire. Merci à vous quatre. Le débat est terminé. C'est la fin de Choisissez votre camp. Bonjour Audrey. De quoi allez-vous parler? Écoutez, on va parler de la réforme du collège version Najat Vallaud-Belkacem. On en parlera à 11h.